aujourd'hui. Après le mot d'ouverture du président de l'Association congolaise d'urologie, nous allons passer à une session de communication orale qui sera suivie par une pause café. Ensuite, il y aura le premier symposium. Après, nous allons commencer la première session qui sera consacrée à l'andrologie. Ensuite, ça sera la deuxième session, l'après-midi, consacrée à l'andrologie, qui va clôturer la journée du jour. Alors, entre-temps, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Nous attendons dès que l'autorité sera présente, nous interromprons la séance pour procéder à la cérémonie d'ouverture. Nous accordons à présent la parole au président de l'Association congolaise d'urologie, le professeur Bosco Mathieu, pour le nom de l'ouverture. Monsieur le membre de l'Association congolaise d'urologie, Messieurs le membre des associations de urologues de pays frères Congo-Brazzaville, Bénin, Zimbabwe, je voudrais vous remercier ces jours où nous ouvrons ce 17e congrès de l'Association congolaise d'urologie. Nos premiers mots s'adressent aux collègues des diverses spécialités et surtout ceux de notre pays qui ont fait le déplacement pour participer à cette réunion d'échange scientifique. On remercie effectivement ceux qui viennent de pays voisins. Congo-Brazza, la délégation est là, conduite par le professeur Odzebe. Bénin, en République démocratique du Congo, le confrère vient de faire le non-déplacement en quittant Bukavu, Lubumbashi, Goma, Bujimaï, Matadi, Mbandaka. Tout à l'heure, nous aurons la séance d'ouverture officielle par le président du Parlement que nous attendons. Mais bientôt, maintenant même, nous allons commencer nos sessions scientifiques consacrées aux innovations dans le domaine de l'urologie. Ainsi, avant d'ouvrir symboliquement le congrès, nous nous souvenons que l'association d'urologie a perdu deux de ses membres influents, le professeur Simon Lufumaloa Kadi, précurseur de l'urologie en République démocratique du Congo, ainsi que le docteur Chitalaban Tudon Ancien, urologue très influent dans la ville de Kinshasa. Ainsi, j'invite donc l'Assemblée à observer 1 minute de silence en mémoire de ces deux monuments qui viennent de nous quitter. Merci. L'Association congolaise remercie en ce début tout le monde du comité d'organisation pour les efforts accomplis pour que cet exercice annuel puisse se tenir après la passation démocratique du flambeau de commande à la nouvelle équipe dirigeante. C'est le moment d'avoir un regard de respect et d'hommage aux bâtisseurs de cette association, le professeur Augustin Pungamaole, président honoraire, qui a tracé les lignes de l'avancée de cette organisation, le docteur Obide Kampanga, qui à côté du président a bâti un travail grandiose pour l'existence de l'association congolaise d'urologie, pour son effectivité, le docteur Ngandou de Bujimaï, qui a toujours soutenu le professeur Punga, et le docteur Obide et les autres. Le progrès de la technologie s'intègre dans chaque domaine scientifique. Ainsi, l'urologie congolaise et mondiale n'est pas à l'écart.
nous nous invitons à cette logique de notre intégration dans le processus des innovations et du progrès continu afin d'apporter à la communauté nationale un service de qualité. Lorsque le 16e congrès de la CU nous a désignés comme dirigeants, nous avons éprouvé une vive émotion, une réelle satisfaction, mais également une certaine inquiétude, celle de vous conduire selon les normes dictées par le bâtisseur, le précurseur. Nous avons gardé notre optimisme naturel à une époque où le plainte se font plus entendre que de satisfaction. Le crainte se transforme aujourd'hui en une grande joie, et pour contredire les raisons présentes d'inquiétude et d'insatisfaction, nous avons pensé qu'il serait opportun de réfléchir sur le bonheur que procure l'urologie et le fait d'apporter une bière à cette superbe spécialité. Le bonheur est une belle idée, il est insaisissable et induit une notion d'absolu dans le bonheur, nurturant l'expérience et l'imagination. L'urologie congolaise a de l'avenir. En effet, le nombre de Congolais de plus de 60 ans sera multiplié peut-être par 4 dans les 10 prochaines années. L'urologie sera invitée à réduire le temps passé à l'hôpital, à traiter à l'hôpital du jour, à pratiquer d'une part des techniques de moins en moins invasives et de développer les traitements médicamenteux. L'accroissement de l'espérance de vie en RDC ne doit pas avoir pour corollaire la dépendance, mais au contraire l'autonomie et la qualité d'existence meilleure. Georges Charpak a écrit « La science fait peur, car elle provoque des inquiétudes, mais elle est source de joie. L'urologie est une spécialité très vaste, comprenant l'endourologie, l'onco-urologie, l'urologie fonctionnelle, l'ontologie. Nous sommes invités à améliorer nos mentalités. Le secteur de santé doit être complètement repensé. Il doit peser sur le budget national pour le renouvellement, la formation et l'accession aux pratiques modernes. Je voudrais conclure en empruntant le mot de John Demerson lors de sa réception d'un des prix qui récompensait sa rigueur en littérature. Il disait « J'ai essayé d'être fidèle au passé et ouvert à l'avenir. Je suis un de rares en ce temps à croire au bonheur, à l'espérance, malgré les drames du temps et peut-être à la liberté et à la découverte. Je vous remercie pour votre attention et déclare ouvert avant l'ouverture officielle par le président du Parlement. Nous commençons les sessions du 17e congrès de l'ACU. Je vous remercie. Merci à vous. Sans plus tarder, compte tenu du retard, nous allons demander au docteur Mossolongo de venir présenter sa présentation sur le pneumoscrotum associé à un emphysème sous-cutané compliquant une plaie thoracique post-traumatique. Le pneumoscrotum associé à un emphysème sous-cutané compliquant une plaie thoracique post-traumatique à propos d'une observation aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le pneumoscrotum est une manifestation clinique très rare. Cette pathologie est caractérisée par la présence d'heures dans la poche frontale. L'accumulation d'heures dans le scrotum a 3 origines. La première
et local une production de gaz par des germes gazogènes. La deuxième origine est péritonéale, une perforation digestive, et la troisième origine est pulmonaire, dans le contexte d'un pneumothorax en cas de traumatisme ouvert. Sa clinique est dominée par une tuméfaction scrotale, des crépitations neigeuses à la palpation. Cette tuméfaction peut ou ne pas être douloureuse. L'examen d'imagerie médicale, notamment l'échographie et le scanner, confirme le diagnostic. Son traitement est étiologique. Nous rapportons un cas de pneumoscrotum associé à un emphysème sous-cutané compliquant une plaie thoracique post-traumatique. Le patient était âgé de 26 ans, était reçu aux urgences de chirurgie des cliniques universitaires en provenance des centres hospitaliers périphériques pour la prise en charge d'un emphysème sous-cutané compliquant une plaie pulmonaire post-traumatique. C'est un patient qui, au cours d'une rixe, était poignardé avec une tournevis à la région scapulaire droite. À son admission, le patient se plaignait de douleurs thoraciques à irradiation descendante. Ses signes vitaux étaient dans les normes. Au niveau scapulaire droit, le patient présentait une plaie périforme suturée à l'égard du 5e espace intercostal. Son thorax était asymétrique avec une diminution de la transmission des vibrations vocales et un silence auscultatoire. Il présentait en outre des crépitations neigeuses allant de la région jugale droite, de l'hémithorax droit, de la région antéro-latérale de l'abdomen jusqu'au tiers proximal de la cuisse droite. Au niveau des organes génitaux externes, il présentait une grosse bourse douloureuse, rémitante avec des crépitations neigeuses à la palpation. Les tentatives de réduction de cette tuméfaction scrotale étaient infructueuses. Cette tuméfaction était transparente à la transillumination. Les deux testicules intrascrotaux n'étaient pas palpables. La première image montre une tuméfaction scrotale. Et la deuxième image montre la transpiration positive de cette tuméfaction. À l'échographie, les deux testicules intrascrotaux des dimensions normales étaient visualisées avec un épanchement gazé dans le nœud vaginal. La radiographie du thorax avait confirmé la contusion pulmonaire et un épanchement sous-cutané. Au laboratoire, nous avons obtenu une nétrophilie à 72% et un taux d'hémoglobine à 13%. Nous avons donc maintenu les diagnostics. Au cours de son hospitalisation, le patient a présenté des crachats hémoptoïques au deuxième jour. La prise en charge était multidisciplinaire, associée à les urologues, les thoraciques et les imageurs. Le patient est hospitalisé pendant 16 jours au service d'urologie et soigné avec les antalgiques, les expectorants, les antibiotiques et une séroprophylaxie. Cette observation confirme les faits relatifs au pneumoscrotum. Il survient dans le contexte de l'accumulation d'air provenant des sources extra-péritonéales, intrapéritonéales et locales. L'association entre le pneumoscrotum et l'emphysème sous-cutané compliquant un traumatisme du thorax est rapportée et représente le mode le plus fréquent. L'accumulation d'air dans le scrotum découle de trois mécanismes physiopathologiques. Le premier mécanisme, l'air intra-abdominaux, secondaire à la perforation digestive, peut fiser à travers des zones de faiblesse et passer dans la vaginale ou par les canaux péritono-vaginal persistants. Le deuxième mécanisme, l'air de l'espace rétropéritonéal passe par les canaux inguinal à son orifice superficiel entre les fascias et les cordons spermatiques pour se retrouver dans le scrotum. Le troisième mécanisme, le dernier, l'air peut provenir d'un emphysème faisant suite à un traumatisme pleuropulmonaire ouvert
Ce terme peut s'étendre directement jusqu'au scrotum en passant par les tissus sous-cutanés superficiels à travers les différents fascias. Ce fut le cas dans notre contexte. Il faut souligner que le pneumoscrotum lui-même est une pathologie bénigne. Une recherche approfondie doit être effectuée pour trouver et traiter le facteur causal. Dans notre contexte, le patient avait une plaie dans la région scapulaire droite à regard du cinquième espace intercostal déjà fermé, traduisant le trajet qu'avait emprunté l'objet traumatisant du poumon. La poche proctale s'est résolue progressivement à partir du 5e jour pour reprendre ses dimensions quasi normales au 16e jour. Ceci traduit les délais classiques tels qu'évoqués dans la littérature. En conclusion, le pneumoscrotum est une affection très rare qui ne peut être ignorée des cliniciens. Il est secondaire à une autre affection grave pouvant mettre le pronostic vital en danger. Son évolution est bénigne lorsque son étiologie principale est mise en évidence. Le traitement conservateur est une option chez la plupart des patients atteints de cette affection. Merci beaucoup. Tibeta Kassongo va venir présenter la prise en charge des valves de l'oreille postérieure. Merci. Le service de chirurgie pédiatrique de l'Église universelle de Kinshasa, à travers ma modeste personne, représente la prise en charge des valves de l'oreille postérieure à propos d'un cas. Par le plan suivant, nous proposons selon ce plan-ci une introduction. Éléments cliniques, dans la clinique et le traitement, et on va illustrer cela par un cas. On va discuter et conclure. En fait, les valves du lobe postérieur sont des répits membraneux congénitaux, généralement obstructifs. C'est ça qui est la principale cause des obstructions rénales bilatérales et de la dysurie chez l'enfant et le nourrisson. Ils ont été décrits en 1919 par Young. Leur incidence est variable, c'est en fonction des pays. Aux USA, on a un patient présentant des valves sur 25 000 naissances. Tandis qu'en France, nous avons un patient pour 8 000 naissances. Le prime moment, c'est l'obstacle urétral qui est causé par les valves, qui entraîne une dilatation, qui entraîne une dilatation de la vessie et due au appareil urinaire. Ceci impacte sur la fonction rénale et parfois de manière dramatique. Les étiologies sont inconnues, vraisemblablement liées à un mauvais positionnement des orifices des canaux de Wolff qui s'abouchent dans l'urètre. La classification a été décrite, comme j'ai dit tout à l'heure, par M. Young, et cliniquement elle a été modifiée par le congenital obstructing posterior uretral membrane. Il y a donc trois types, le type 1, le type 2, le type 3. Le type 1 sont des valves sous-montanales, le type 2 des valves sus-montanales, et le type 3 c'est un diaphragme sous-montanal. Voilà les illustrations. Nous avons le clapet, on le voit là-bas en position 5 là, qui sont en dessous du velu montanum. Ça c'est le type 1, c'est le type le plus fréquent, qui représente environ 95% des valves de l'urètre. Ensuite vient le type 2, il est la forme rare,
le clapet est situé au-dessus du verrou montanum. Et ensuite, c'est la forme. Excusez-moi. Dans le type 3, j'ai dit le type 3, c'est le diaphragme sous-montanal. On va montrer dans l'illustration. Voilà, ça c'est le type 3 qui nous montre un diaphragme sous-montanal. Alors, que dire de la clinique? En fait, on peut considérer deux moments, en anténatal et en postnatal. En anténatal, c'est généralement au cours d'un suivi de la dame enceinte dans la parturiente qui vient en CPN. Et on peut évoquer ce diagnostic-là très tôt, déjà autour de la 25e semaine d'aménorrhée, par l'échographie abdominale, par une dilatation bilatérale des voies urinaires supérieures, avec une vessie, une méga-vessie distendue à paroi épaissie. Et cela peut être certifié au cours du 3e trimestre de la grossesse par cette même dilatation, mais en plus, cette même dilatation des voies urinaires, mais en plus, nous avons une dilatation de l'urètre postérieur, une poche, qu'on appelle la chambre sous-vésicale. Le deuxième temps, c'est quand on n'a pas découvert ça en anténatal, c'est en postnatal. Généralement, lorsque l'obstruction est serrée, le tableau clinique est assez sévère, avec des troubles fonctionnels, des manifestations infectieuses pouvant aboutir à une insuffisance rénale à des degrés divers en fonction de l'âge. Voilà, en fonction de l'âge, nous avons donc chez le nouveau-né des manifestations générales. La diarrhée, les vomissements, la déshydratation, emballement abdominal. Mais on peut aussi avoir une boussure sous-ombilicale, sous-ombilicale, avec des gros reins palpables et la présence d'une acide. Chez le nourrisson, c'est plus marqué par des infections infectieuses. Nous avons de la fièvre, nous avons la pyurie, avec une dilatation abdominale, un globe médico-rénal. Chez le petit garçon, c'est plus des manifestations urologiques de type pyurie, dysurie, globe vésical et gros rein. On peut y ajouter l'hypertension, les troubles digestifs, avec un retard staturo-pondéral. Chez l'adolescent, on a des manifestations urologiques, dysurie, globe, incontinence urinaire, et des manifestations infectieuses. Que dire de l'appareil clinique? Essentiellement tourné vers l'imagerie médicale. Nous avons l'échographie rénale-vésicale, on en a parlé tout à l'heure, en anténatal. On a une méga-vessie à paroi épaissie, mais on a une notion chez la parturiente, la femme enceinte, disons, un oligoamnios, qui est un signe important qui peut nous orienter vers la recherche de cette pathologie. En postnatal, on a cette urétéro-hydronéphrote bilatérale avec un épaississement à paroi vésicale. Voilà une image échographique sur laquelle nous voyons c'est une échographie de la vessie, sur laquelle nous notons une dilatation de la vessie avec en dessous
la chambre sous-vésicale, donc c'est l'urètre postérieur qui est dilaté. Et ça, c'est un déjà signe qui peut attirer notre attention. Le deuxième examen qu'on peut réaliser, c'est l'urétrocytographie. Il doit toujours comporter les clichés fusionnels. Et là, nous allons noter un urètre postérieur qui est en fait ballonisé, ce qu'on appelle la chambre sous-vésicale. Il y a une rupture du diamètre entre l'urètre postérieur qui est dilaté et l'urètre antérieur qui est filiforme. Et là, on peut... Vous avez presque épuisé votre temps. Terminé. Merci professeur. Donc on peut imaginer le type de la valve, le type 1 qui a un arrêt filiforme et le type 3 qui a un arrêt plus ou moins rectiligne. Je vais aller rapidement. Voilà l'image de cette électrocytographie. Nous avons la vessie qui est prise en position 3/4, parasagittale. Nous avons cette urètre qui est dilatée, le col qui est ouvert, avec la chambre vésicale qui est dilatée. On peut faire d'autres examens, l'urographie intraveineuse, l'uroscan, et surtout sur le plan biologique, on fait essentiellement la fonction rénale et les CPU pour estimer l'infection rénale. La prise en charge, l'objectif c'est de lever l'obstacle sous-vésical, c'est de prévenir l'infection, c'est de préserver la fonction vésicale et rénale des fractures interdépendantes. Les valves de l'autre postérieur nécessitent un traitement endoscopique en principe dès le premier jour de vie. Les moyens endoscopiques pédiatriques, ils ont des défauts assez souvent les pays en voie de développement. On recourt à une prise en charge en 2 étapes, notamment le drainage et ensuite, secondairement, la résection de la valve. En anténatal, on a décrit des techniques, le chêne vésico-amniotique, la vésicostomie fœtale, l'ablation de la valve endoscopique. Et tous ces procédés ont été tentés, mais sans impact réel sur la pathologie. En post-natal, on resèque la valve idéalement avec endoscopie. Le cas clinique que nous vous présentons, c'est un patient de 2 ans, rapidement, si vous accordez-moi une minute, s'il vous plaît, qui était transféré à l'hôpital universitaire pour urétérite hydronéphose bilatérale avec une vessie de lutte. Le bilan a mis en évidence un UCA, les valves de l'autre postérieure. Le mal était pas bien en point, on a commencé par une réanimation médicale. On a placé une sonde en attendant. Quand le patient a été cliniquement capable d'être pris en charge, on l'a soigné en faisant le cathéter de la bronne de Fogarty. Si vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Merci, je vais conclure. Bon, en fait, ce que je peux dire en conclusion, c'est que c'est une maladie qui est rare dans nos milieux. Oui, une maladie qui est rare. C'est une obstruction sous-vésicale. La gravité de cette uropathie malformative réside dans l'importance de son retentissement sur le haut appareil urinaire avec une insuffisance rénale terminale. On peut le faire en anténatal le diagnostic, mais aussi en post-natal. Le tableau clinique est variable chez l'enfant en fonction de l'âge. Les explorations radiologiques sont importantes pour ce diagnostic, notamment l'échographie et l'urétrocytographie. L'endoscopie constitue à la fois une méthode diagnostique et thérapeutique. Je vais conclure en disant que dans notre service de chirurgie pédiatrique, cette prise en charge a eu une histoire. D'abord, on faisait de la chirurgie ouverte. On est passé par la sonde de Fogarty et actuellement, avec l'acquisition d'une colonne, on est en train de faire des résections endoscopiques. Je vous remercie. Merci pour la parole. Nous vous rapportons le
cas d'une anémie obstructive soignée chez un patient. L'anémie obstructive est une urgence urologique et néphrologique caractérisée par l'arrêt total ou presque de la diurèse due à une obstruction située à un niveau quelconque de la voie excrétrice supérieure des nerfs urétero-compris. L'obstruction peut être bilatérale ou alors unilatérale, mais cette fois-ci sur un rein unique, anatomiquement ou physiologiquement fonctionnel. Les conséquences métaboliques mettent en jeu le pronostic vital du patient, faisant donc de cette entité une urgence médico-chirurgicale. Les causes de l'anémie obstructive sont essentiellement les cancers pelviens, les lithiases, la fibrose rétropéritonéale bénigne ou iatrogène, les lésions urétérales iatrogènes post-opératoires et d'autres. Le diagnostic est essentiellement clinique, devant une notion d'effondrement de la diurèse évoluant depuis plusieurs heures, avec une absence de globe vésical à l'examen clinique, pouvant être associée à des signes de surcharge comme les œdèmes, la prise de poids chez le patient, ou même des surcharges cardiovasculaires comme une dyspnée. Le sondage vésical est vide ou ramenant moins de 200 cc, notamment surtout chez un patient comateux qui ne peut pas rapporter une notion d'effondrement de la diurèse. Et pour cela, il faut aussi éliminer toute cause d'anémie sans obstacle, notamment les insuffisances rénales, pré-rénales ou rénales. Il faut les exclure. Et le diagnostic paraclinique, la mise au point paraclinique s'est fait grâce à l'échographie rénalo-végétale, dans laquelle nous voyons, on peut voir une dilatation importante en amont d'un obstacle, mais également une vessie vide. Le scanner abdominopelvien va préciser l'origine de l'obstacle. Les complications de l'anémie obstructive sont l'insuffisance rénale, l'œdème aigu du poumon, le sepsis et autres. La prise en charge repose essentiellement sur la dérivation des urines et le traitement de la cause, bien qu'on peut être aussi amené à devoir corriger les troubles métaboliques et parfois à réaliser une épuration extra-rénale. Le cas clinique que nous rapportons, il s'agit d'un patient de 52 ans, amené par ses membres de famille en provenance de Kananga pour absence d'émission d'urine évoluant depuis 4 jours. Il n'a pas d'antécédent morbide notable. L'histoire remonte il y a 4 jours par les symptômes mentionnés. Objectivement, son état général est conservé, il est lucide mais angoissé, ses conjonctives sont normalement colorées, il est apyrétique au toucher et sur l'abdomen est non ballonné, dépressible sans organomégalie et pas de globe vésical à l'hypogastrie. Le sondage du retour vésical placé en urgence n'a rien ramené. Nous avons émis l'hypothèse diagnostique d'une anémie obstructive et avons essayé d'hospitaliser le patient. Les bilans demandés en urgence étaient un scanner abdominopelvien sans injection, l'ionogramme, la fonction rénale, les CBU et la numération de la formule sanguine. Le scanner réalisé a montré un calcul coraliforme droit et un calcul urétéral pelvien, complètement obstructif avec dilatation des cavités avec hydronéphrose à gauche. Et les bilans à la fonction rénale étaient perturbés avec une créate à 15 mg par décilitre, l'urée à 51,8 et une hypercalémie. L'ECG était normal. Le patient a été immédiatement conduit au bloc opératoire pour une rétoroscopie rigide, gauche avec montée de sonde JJ bilatérale. La montée de sonde JJ a été réalisée avec succès à gauche, mais nous n'avons pas pu la monter à droite.
La durée du post-urétéroscopie, 24 heures après, a été de 4200 ml. Et 24 heures après l'urétéroscopie gauche, nous avons réalisé une pyélolithotomie droite. L'ASP contrôle réalisé montre les 200 GJ en place et une normalisation progressive de la fonction rénale ainsi que de l'ionogramme. Donc, en conclusion, nous disons que la théorie obstructive sur l'ITIAS est une entité pouvant altérer la fonction rénale et mettre en jeu le pronostic vital du patient. Son diagnostic essentiellement clinique doit être le plus précoce possible. Elle nécessite une prise en charge appropriée en urgence. Et si elle est bien comprise, on peut amener à une amélioration de la fonction rénale et même à une rémission sans complication. Je dis et je vous remercie. Monsieur le Président, nous parlons d'un cas de bronchiolithiase chez un patient de... En somme, ce sont des valves d'urètre postérieures négligées chez un enfant et qui a été découvert à l'âge adulte. Donc, nous parlons du valve d'urètre postérieur découvert chez un adulte. Bon, nous ne revenons pas sur la théorie qui a été développée suffisamment par un de nos prédécesseurs, donc insistant sur certaines complications et l'ITIAS qui peut survenir à la suite de plusieurs infections. Nous parlons également du cas clinique. C'était un patient de 22 ans qui se plaignait d'usurie pour l'acquérir d'incontinence urinaire depuis des années, depuis l'enfance, avec des antécédents qui étaient sans particularité. Il faisait régulièrement de la fièvre et l'infection est traitée régulièrement pour les infections urinaires. Et il a été reçu dans un tableau de mine souffrante. À l'abdomen, on notait une poussure hypogastrique dure et douloureuse. Et à l'examen de génito externe, il n'y avait rien de particulier, sinon l'écoulement des urines goutte à goutte et les futurins par moment. Le toucher rectal faisait noter une prostate de volume c'est non augmenté de volume, mais qui était de consistance plus ou moins dure. Et vu la dysurie, la tentative d'une mise en place d'une sonde rétrovésicale et s'est avérée vaine. Tout avéré vaine, ce qui a motivé l'équipe à trouver une fonction suspivienne qui était aussi impossible parce que lui tend à une masse dure au niveau hypogastrique qui est bien visible là. Et les bilans réalisés notaient une fonction rénale normale, hémogramme normal. L'hémoculture était négative et à l'échographie, on notait une grosse lithiase qui occupait pratiquement toute la cavité vésicale. Et sur la radiographie du bassin réalisé, on notait cette opacité avec une dimension plus ou moins de 10 cm de diamètre, puisque l'UCRM était impossible à réaliser. Et nous voyons bien l'image radiographique de cette lithiase qui occupe toute la cavité pratiquement du bassin. Ainsi, une intervention sur été réalisée, cystolysotomie sur la chaîne anesthésie, par une incision sous ombilicale. On a pu extraire un calcul qui avait plus ou moins 12 cm de diamètre et pesait environ 850 grammes.
Et après opératoire, la sonde vésicale a été aisément placée et la paroi a été fermée en plusieurs par différents plans. L'incision, l'extraction du calcul, la fermeture et les calculs avaient plus ou moins 850 grammes estimés. L'analyse histochimique est en cours. Dans l'évolution, il y avait une régression de la dysurie. Cependant, les patients présentaient de temps en temps des fuites urinaires qui ont pressé pendant 2 semaines, puis des fièvres. La fonction était restée bien entrée normale. Les patients étaient référés pour un suivi en néphrologie et des bilans du CRM et de graphies contrôle étaient réalisés qui n'étaient pas de bonne qualité, mais du moins faisaient suspecter des phases urinaires postérieures pour lesquelles les patients